vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Bon après-midi à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là en train de suivre cette émission. À vous de juger, nous sommes le deuxième jour de la semaine, mais le 11e jour du mois de mars. Eh bien, c'est le mois de la femme. Mais malheureusement, sur ce plateau, il n'y a que deux hommes. Nous sommes ici dans ce plateau avec le professeur scientifique, le prophète scientifique, Monsieur Caleb Batata. Bonsoir ou bon après-midi. Bon après-midi, bonjour, bonsoir, Monsieur Émile, bonjour, je salue les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Nous sommes là pour porter notre jugement en ce qui concerne nos réflexions pour aider les pays à se développer. Et, il y a déjà un autre compatriote qui est là, Monsieur Ndombele Cédric, ça va? Ça va, cher Émile. Merci d'abord. Premièrement pour l'invitation, je salue mon co-débatteur. Je crois bien que nous allons passer des bons moments ensemble. Je sais bien qu'il y aura des points de divergence et de convergence. Ce qui prime, c'est la nation. Et je salue les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Il y a quelque chose, un constat que j'ai fait ces jours, chaque matin, il y a des embouteillages partout. Donc pour arriver en ville, c'est tout un problème. Je demanderai à l'autorité urbaine de veiller un peu, mettre des stratégies en marche pour qu'on puisse un peu réguler la circulation. Mais vous le savez, tout le monde le sait, les embouteillages, ça c'est la vie de tous les jours. Même aux États-Unis d'Amérique, il y a des embouteillages, même en France, il y a des embouteillages. Ce que moi je demanderai au gouvernement, c'est de créer de nouvelles routes afin de désengorger certains acteurs de la ville. Très bien, le message est passé. Alors Monsieur Batata, le mois de la femme oblige. Comment est-ce que vous avez trouvé la célébration cette année du 8 mars? L'impression que vous avez, ce que vous avez vu durant le 8 mars? Bon, vraiment, ça a été comme chaque année. Bon, je n'ai pas vraiment prêté attention à cela parce que j'étais toute la journée, je pense très bien, le 8 mars, là au bureau et j'ai travaillé. Je n'ai même pas vu, en fait, même la lumière. Donc, c'est un peu ça. Mais je pense que ça a été les gens qui ont essayé de fêter, de célébrer, de faire quelque chose comme ça et ils ont fait. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Et au sein des universités, par rapport aux années antérieures, à un moment donné, on avait vu vraiment que le port du pagne était devenu quelque chose de spécial le 8 mars. Et contrairement aux autres années, jusqu'aujourd'hui en 2025, on n'a plus senti l'engouement, même du pagne, qu'on avait coutume de voir, même des petits enfants. Mais c'est la mondialisation, les choses évoluent. Hein, vous savez, ce n'est pas la guerre. Non, ce n'est pas la guerre, c'est juste la culture, c'est l'évolution, la mondialisation. Au fait, même notre façon de s'habiller, d'être, la manière, ça évolue. C'est normal. Il faut maintenant que peut-être d'autres acteurs qui sont sur ça, des ONG qui travaillent sur ça, essaient encore de sensibiliser les gens pour voir comment conserver notre culture. Très bien. Patrick et Cédric, plutôt, comment est-ce que vous avez vécu ce samedi-là du 8 mars, même si la journée avait commencé par la pluie? Bon, cher Émile, je regrette pour la journée du 8 mars. Trop souvent, nous entendons qu'il y a un thème qui sera établi. Mais cette fois-ci, je n'ai pas vu les thèmes. Je ne sais pas s'il y en a. Mais il y en a effectivement. Mais on n'a pas entendu vraiment les sons de ces thèmes-là. Alors que la journée du 8 mars, c'est une journée dédiée à la femme, aux droits de la femme. Ce n'est pas une journée de s'habiller, une journée de fêter. La femme doit réfléchir le 8 mars, parce qu'à l'époque, nous savons bien que la femme n'avait pas de parole, la femme n'avait pas de droits dans la société. Ce que l'homme pouvait faire, la femme ne le pouvait pas. Mais aujourd'hui, grâce à la célébration du 8 mars instaurée par les organisations internationales, la femme a maintenant de l'espace. Aujourd'hui, on parle de l'émancipation de la femme, on parle de la parité. Ce que l'homme peut faire aujourd'hui, la femme aussi le peut aujourd'hui grâce à la reconnaissance du droit de la femme. Donc, concernant
tenir. Alors, concernant la thématique, sur le plan national, c'est la Congolaise au centre de toutes nos ambitions. Voilà. C'est ça la thématique pour le mois de mars de cette année. Le thème n'est pas vulgarisé. Personne, nous n'avons pas entendu parler de ça de partout. Mais par rapport à la tenue vestimentaire, je salue grâce à la ministre de l'époque, Geneviève Nagossi, qui est honorable députée. À l'époque, lorsqu'elle fut ministre déjà, elle avait suspendu. Vous savez bien que ça a créé pas mal de choses dans des foyers. Achetez-moi les pannes, tout ça. Grâce à cette mesure-là, et maintenant là, on ne parle plus vraiment des pannes, mais cette fois-ci, on a essayé encore de parler des pannes par rapport au pourcentage qui doit aller à l'Est pour soutenir les efforts de guerre. Très bien. Mais la femme ou les femmes doivent plus réfléchir les jours du 8 mars et non fêter, aller partout dans les Nganda, dans les hôtels, par-ci, par-là, parce que c'est le 8 mars. C'est une journée dédiée aux droits de la femme. La femme doit réfléchir profondément sur son avenir, sur ce qu'elle doit faire pour apporter une pierre à l'édifice pour la reconstruction du pays. Nous demandons à la réalisation de nous afficher la thématique que nous sommes en train de décortiquer depuis toute la semaine ici. Dialogue, donc paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. On va dialoguer avec qui, ça va se passer comment, pour quelles finalités. On parle de dialogue initié par les hommes dits des dieux, donc les hommes de confession religieuse. On trouve les prêtres et les pasteurs de l'ECC, voire même ceux de l'église de réveil. Et tout le monde est là, on parle. Paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il nous a donné dialogue total ou guerre totale. Bon, recherchez-nous l'autre thématique d'hier. Alors, selon ce que vous voyez, depuis que la guerre existe, parce qu'on parle déjà des 30 ans que la RDC est agressée, que le Congo le meurt tous les jours, vous prenez le dialogue total. Bon, et avec qui, quels sont les acteurs, avec qui il faut dialoguer et dans quel timing? Bon, moi je n'y réfléchis pas dans ce sens-là. Je suis en train de voir, est-ce que c'est faire... En fait, le dialogue, c'est une solution. C'est là où moi je suis. Est-ce que si nous devrions dialoguer maintenant, est-ce que nos problèmes seront résolus? Quelle est l'analyse, l'échantillonnage, les estimations, les études que ces prêtres et tout le monde qui sont les initiateurs des dialogues peuvent nous présenter en termes de recherche pour nous dire que non, voilà, lorsque nous allons prendre cette voie, il n'y aura plus guerre, il n'y aura plus tout ce que nous voyons, massacre et ainsi de suite. Est-ce que le dialogue va résoudre les vrais problèmes des conflits armés et ainsi de suite? Est-ce que le dialogue va résoudre les problèmes des mixages, brassages et ainsi de suite? Est-ce que le dialogue va aider notre gouvernement en matière à conserver notre frontière vraiment dans la souveraineté? Est-ce que le dialogue va aider les pays à élire les vrais dirigeants et ainsi de suite? Est-ce que le dialogue va répondre à toutes ces questions? Parce que nous ne pouvons pas toujours prendre le résultat de certains, par exemple, je ne sais pas moi, pasteurs, qui disent pasteurs, ils viennent, voilà, nous proposons ceci. Mais en fait, aujourd'hui, les pays doivent être dirigés par la science, bien sûr. Lorsque vous venez vous apporter une solution, il faut toujours essayer un peu de l'éprouver purement en science pour comprendre les causes et avoir des solutions concrètes. Jusque-là, il n'y a pas encore ces débats-là. Les gens veulent toujours les dialogues. Et dans ces dialogues-là, ce que je vois, c'est quoi? C'est d'aller parler avec les auteurs, entre autres les hommes politiques. Par exemple, telle personne, telle personne, telle personne. Il y a même des personnes qui ne sont même pas impliquées pour la résolution de ces problèmes, mais ces gens-là sont consultés. Alors je me demande, est-ce qu'il y a eu d'abord l'analyse préalable? Est-ce que nous connaissons les contextes de cette situation? Et tout cela, si nous connaissons, alors je peux dire que non, voilà, les dialogues, c'est le résultat. Mais au cas où il n'y a pas des études, il n'y a rien,
En tout cas, je suis en train de réfléchir sur d'autres alternatives. Comme quoi, par exemple? Par exemple, le comportement automatisé. Je vais essayer de décortiquer ça ici. Comportement automatisé, l'utilisation de la technologie, l'utilisation de plusieurs chercheurs congolais pour voir dans quelle mesure que ces gens-là peuvent être consultés en urgence et relever le problème d'abord, les causes liées au conflit. Parce qu'ici, nous parlons du conflit. Et lorsqu'on parle du conflit, nous voyons plusieurs conséquences. D'abord, premièrement, dans le futur, et puis il y a les causes. Alors, quelles sont les causes en fait, qu'on doit attaquer à travers la science, à travers la technologie? Et c'est par là que le comportement automatisé vient maintenant pour essayer de cibler avec l'échantillonnage des bases, avec les principes purement scientifiques, pour comprendre d'abord les causes du conflit et implémenter des solutions basées sur ces causes-là de conflit. Bon, cet élément-là, je l'ai entendu aussi hier avec Popol Djamani, qui est aussi un chercheur. Lui, il voulait aussi qu'on puisse introduire la science, surtout en ce qui concerne l'infiltration de l'armée, pour dénicher grâce aux fichiers informatiques et consorts, dénicher tous les militaires qui sont entrés ou qui servent sous les drapeaux grâce au brassage. C'est-à-dire ils sont arrivés ici, ils étaient brassés, ils étaient RCD, ils étaient CNDP, ils étaient des Rwandais, ils sont au rang des FRDC. Grâce à certains logiciels, on pouvait quand même les identifier et les extirper des rangs de forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, j'avais retenu vraiment cet élément, je l'entends encore aujourd'hui. Peut-être on pourra revenir avec beaucoup de détails pour voir l'apport de l'informatique dans la gestion de la guerre. Voilà. Cédric Ndombele, le dialogue total, d'après vous, vous dit quoi? Merci cher Émile. Le dialogue, c'est d'abord un entretien entre deux ou plusieurs personnes. Le dialogue, c'est une solution pacifique au conflit. On ne peut pas ignorer le dialogue dans un conflit. Comme je ne cesserai jamais de dire des règles des relations internationales, malgré qu'il peut y avoir hostilité, mais les parties peuvent continuer à dialoguer, à négocier. J'ai été estomaqué en entendant mon frère en train de dire qu'il faudrait qu'on puisse réunir les scientifiques pour qu'ils recherchent les causes du conflit à l'Est. Ce qui est mauvais. Ce n'est plus le temps. Les causes sont déjà connues. Ok. Les causes sont connues. Si un scientifique passe à la télé dire ça, c'est scandaleux. Les causes sont conflits. Elles sont connues plus tôt. Vous savez que c'est une guerre mercantile à l'est de la République démocratique du Congo. Les causes sont connues. Ce sont les minéraux de la République démocratique du Congo. C'est un conflit géopolitique et géostratégique. Très bien. Le Rwanda est à la recherche de l'espace vital. Le Rwanda est soutenu par la communauté internationale pour piller les minéraux de la République démocratique du Congo, non seulement piller et déstabiliser l'organisation de la République démocratique du Congo. Parce qu'ils savent que si la RDC est organisée, elle deviendra une puissance. C'est pour cela qu'ils montent des stratégies pour que les pays soient toujours instables, malgré qu'il y avait eu des dénonciations pendant plusieurs années, plus de 20 ans, mais il y a toujours eu silence de la communauté internationale. On ne peut plus parler... Est-ce qu'aujourd'hui on peut toujours continuer à parler du silence de la communauté internationale? Grâce à la population congolaise de partout, en France, en Belgique, ici, vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu attaque des ambassades ici. Ça a créé, ça a changé la forme des choses et la communauté internationale s'est saisie de la question. Parce qu'il y avait l'hypocrisie de la communauté internationale. Moi je croyais comme si vous allez dire grâce à la diplomatie congolaise. Vous parlez de la population. Moi je dirais grâce à la population. Donc la diplomatie n'a rien fait, d'après vous? La diplomatie a osé. Moi j'avais proposé l'autre fois, je crois ici, pas chez vous, dans une autre chaîne, qu'on puisse aussi, comme la diplomatie classique a échoué, qu'on puisse aller aussi dans la diplomatie parlementaire.
Mais nous avons vu que la diplomatie parlementaire aussi est par terre. C'est pour cela, grâce à la population, vu les marches, la revendication devant les ambassades, tout ça, ça a changé les temps. La communauté internationale s'est sentie isolée par rapport à leur comportement, et certains parlementaires européens dénonçaient, appuyaient aussi les revendications de la République démocratique du Congo et les marches, tout ça. C'est ce qui a fait que la communauté internationale commence à prendre quelques sanctions. Commence à prendre quelques sanctions vis-à-vis du Rwanda, mais ce n'est pas encore suffisant, que la communauté internationale ne continue plus à être hypocrite. Que la communauté internationale aujourd'hui, face à ce que les sanctions dites ouvertement devant les médias, que ce soit ainsi, que ce ne soit pas que du bluff. Donc si je vous comprends très bien, le dialogue c'est vraiment la finalité. Le dialogue, il est important dans un État en conflit, comme le nôtre. Donc, il y a des agents de paix en relations internationales, il y a les soldats et les diplomates. Est-ce que la RDC c'est un État en conflit ou la RDC est agressée? La RDC est attaquée. La RDC est agressée et aussi un État en conflit. Avec Nous qui? sommes en conflit avec le Rwanda et l'Ouganda. Ok. Directement. Donc, les dialogues, pour moi, les dialogues, ce n'est pas mal. Nous pouvons dialoguer, mais lorsqu'on dialogue, chaque partenaire a son cahier de charges. Le M23 apportera son cahier de charges, l'AFC apportera son cahier de charges, s'il sera... Chutez s'il vous plaît, vous risquerez de prendre tout le temps. Maintenant, les cahiers de charges apportés par les belligérants doivent être traités parce qu'elles voudront que leurs cahiers de charges soient respectés. Vous savez bien qu'ils veulent toujours qu'il y ait mixage, passage. Et de l'autre côté, pour chuter, les partis politiques là, à Kinshasa, nous voyons, il y a quelques leaders là, Fayoulou, tout ça, Kabound est sorti, et l'autre est là, Moïse Katumbi. Ces gens-là, même s'il y a un gouvernement en gestation de l'Union nationale, je ne pense pas qu'avec le gouvernement de l'Union nationale, ça va résoudre les conflits à l'Est. Même si on nommait l'autre ministre de la Défense, l'autre ministre de l'Intérieur, l'autre ministre des Affaires étrangères, ça ne va pas résoudre les problèmes à l'Est. Donc, nous devons bien réfléchir par rapport à cela, malgré la sortie du gouvernement les jours à venir de l'Union nationale. Je ne pense pas que ça va résoudre les problèmes à l'Est. Merci donc, beaucoup. il nous faudrait dialoguer directement, comme je viens de dire l'autre fois dans votre émission, avec la communauté internationale. Ce qui s'est fait aujourd'hui, la RDC dialogue directement avec les États-Unis sur les minéraux. Merci beaucoup, cher Caleb. Je pense que vous avez suivi religieusement Cédric Ndombele. Alors, nous parlons de la paix. Nous parlons de la paix. Il y a certains adages qui existent d'ailleurs, vous le savez. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Aujourd'hui, la guerre est là, mais on parle d'une agression de plus de 30 ans. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Et ça commence depuis 30 ans. Les causes sont déjà connues, comme je l'ai dit. Les causes sont déjà connues. Oui, oui. Donc, depuis 30 ans, aujourd'hui, on est en train de prôner pour le dialogue. D'abord à Kinshasa, parce que le dialogue, c'est le président de la République, les confessions religieuses de Kinshasa qui ont initié le dialogue avec tout le monde. Est-ce que vous pensez vraiment que sur cette idée des confessions religieuses, on peut aboutir à la paix totale? Ok, merci beaucoup. Sans crépitement d'armes. D'abord, juste une question. Il y a les conflits au niveau des Bandundu et tout ça, phénomène Mubondo. Ouais. C'est pour les minéraux. Bon. En fait, ici, lorsque nous parlons des conflits, des causes réelles, ce ne sont pas des causes que les politiciens doivent venir nous dire ici. Parce que, d'abord, lorsqu'on dit un scientifique, tout le monde ici est scientifique. Un scientifique peut aussi se tromper. Un scientifique peut aussi dire la vérité. Ce qui prime, c'est les résultats.
C'est les résultats. Donc ici, utiliser les mots « un scientifique » aussi peut dire, c'est comme si c'est un peu... Je trouve ça un peu trop banal, vraiment, en fait. Parce que moi, je ne serais pas là pour dire à quelqu'un « Regardez, toi, tu es un scientifique, tu peux dire des choses comme ça. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, d'abord, lorsque je parle des causes des conflits, les causes des conflits que plusieurs chercheurs ont essayé d'identifier en termes de conflit, d'abord, je prends le conflit armé. Vous avez dit, il faudrait qu'ils identifient les causes. Je parle de la recherche. La recherche, c'est ce qu'on appelle démarche purement scientifique qui est conduite par une méthodologie. Et le fruit, s'il vous plaît, le fruit de cette recherche, c'est là que moi j'en ai besoin. Okay. Premièrement, ici, je ne peux pas dire que non, c'est connu. Parce que lorsqu'on te dit connu, il faut justifier comment c'est connu. Je vais justifier ici. S'il vous plaît, laissez-moi, en fait, que je puisse avancer. Allez-y. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème est que lorsque vous dites cela, ça doit être, c'est-à-dire que vous devriez publier vos résultats. Mais lorsque vos résultats se limitent en disant, vous parlez ici, ça, ce n'est pas le résultat scientifique. Les résultats scientifiques doivent être prouvés par des scientifiques. Vous écrivez, vous dites que voici ce que j'ai trouvé. Et ainsi de suite, vous le publiez. En ce moment-là, je vais dire que non, voilà, c'est ça les causes. Mais jusque-là, ce sont des spéculations. Il y a une différence entre spéculation et il y a une différence entre les résultats des recherches. Tu ne peux jamais me dire que ce que tu viens de dire, c'est un résultat des recherches. C'est faux et archi-faux. Attendez, monsieur. Pardon. Il y a un scientifique qui a aussi publié. Oui, là, je crois. Il y a un scientifique qui a parlé d'une guerre. Là, je crois parce qu'il a publié. Oui, il a parlé des guerres économiques. Par exemple, moi, là, selon les recherches. Attendez, selon. Ici, je n'ai identifié 6. Premièrement, oui. Premièrement, il y a inefficacité de gouvernance. Là, d'abord, ça fait partie des causes du conflit. Okay. De 2, manipulation politique. Je vais expliquer. Manipulation politique. Ça fait aussi partie des causes du conflit. De 3, il y a compétition des ressources. Là, maintenant, là où je vais lui rejoindre. Compétition des ressources minières et ainsi de suite. Oui. Ça fait partie, oui, bien sûr. De 4, il y a encore divergence culturelle. Là, on ne peut pas aller de gauche à droite. Aujourd'hui, on vous parle des Bambouaniens Moulenge, on vous parle de tout ça. Ce sont les causes du conflit. Et non seulement ça, il y a aussi la différence d'intérêts, différents intérêts. Les intérêts, parce que ici vous parlez de dialogue, mais les gens qui vont venir là dialoguer, vous pensez qu'ils vont venir avec quelle capacité? Normalement, le vrai débat devrait être comment va se dérouler les dialogues. C'est ça, en fait, là où on devrait vraiment attaquer le vrai débat. Mais ce sont les questions. Non, oui. Comment devrait dérouler les dialogues? Parce que chaque personne a ses intérêts. Ça devient déjà très complexe parce que nous connaissons très bien les intérêts de M23, nous connaissons très bien les intérêts du Rwanda, nous connaissons très bien les intérêts des impérialistes. Ah, vous voyez. Maintenant, dans ce sens-là, comment vous allez dialoguer? C'est ça en fait la voie qu'il faut prendre. C'est-à-dire que le vrai débat devait être là. Comment on doit dialoguer avec des groupes? On connaît très bien les intérêts de ces gens-là. Ça devient très complexe. Et ici, maintenant, la solution serait quoi? Et puis de dire à l'autre encore, je vous ai toujours dit cela. Quel est l'état d'esprit que nous partons négocier? Qu'est-ce que nous avons? Parce que l'objectif des dialogues, c'est quoi? C'est l'équilibrage. Et l'équilibre, là que vous parlez, on dit déjà équilibre. Mais l'équilibre, ce sont des théories purement scientifiques qu'il faut analyser, qu'il faut nettoyer, voir comment équilibrer les choses pour que tout le monde se retrouve. Et ce n'est pas des aventures. C'est quelque chose où soit vous mettez votre nation en péril, soit vous exécutez. Les gens disent dialogue, mais vous ne connaissez rien. Est-ce que ces gens-là nous aiment? Non. Ces gens-là viennent, quelqu'un qui vient avec des armes, il commence à vous tuer. Et puis vous parlez de dialogue. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, vous voulez dire que non, voilà, vous êtes faible. Vous êtes faible parce que quelqu'un qui vient dans votre maison, il va faire tout ce qu'il faut faire, il va violer tes enfants, il viole ta femme, et puis enfin tu dis que non, voilà, je vais dialoguer avec lui. Ça veut dire quoi? Donc vous appuyez la position du gouvernement qui refuse de dialoguer avec les rebelles. J'appuie parfaitement cette décision du gouvernement. Si le gouvernement prend encore cet angle-là de dialogue, en tout cas moi, je quitte. Je quitte. Parce que en regardant, en connaissant ces gens-là par rapport à tout ce qui s'est dit, en tout cas, je ne vois pas dans quelle mesure
que le cahier des charges purement fonctionnel et technique, que je ne sais pas moi, les initiateurs peuvent nous proposer pour voir comment le dialogue va se faire. Très bien. Parce que vous le savez très bien, l'homme politique de nous, ici au Congo, notre politique actuelle là, les gens s'assoivent pour partager les gâteaux. Ça d'abord c'est le contexte des partis politiques. Parce qu'eux-mêmes ils disent ça, nous les partis politiques, nous sommes là pour le pouvoir et pour conserver les pouvoirs. Merci beaucoup. Mais ils oublient la formation des cadres qui est un atout majeur pour le développement du pays. Merci beaucoup. Donc nous avons un problème sérieux. Merci. Nous avons un problème. Lorsque nous parlons de ces dialogues ici, nous devions analyser très bien parce que l'avenir de nos enfants, l'avenir de la jeunesse, on est en train de perdre cela. Merci beaucoup Caleb Batata, Cédric Ndombele, à vous. Maintenant, vous pensez que le timing, les temps que nous avons aujourd'hui, la formation du gouvernement d'union nationale et les dialogues, qu'est-ce qui peut venir avant? Parce que le gouvernement d'union nationale, le chef d'État a déjà tendu la main. Alors, c'est ça la question d'un téléspectateur qui nous a posé entre les gouvernements d'union nationale et les dialogues, qu'est-ce qui peut précéder l'autre? C'est toujours le dialogue qui engendre un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire que le dialogue vient avant le gouvernement. C'est-à-dire les personnes qui doivent composer ce gouvernement doivent être consultées. Il y aura quelqu'un peut-être qui sera nommé pour consulter certains caciques. Les acteurs. Oui, oui. Et puis il y aura formation d'un gouvernement de l'union nationale. J'allais revenir un peu sur... Est-ce qu'on peut d'abord évoluer? Vous reviendrez à la fin. Toujours dans mon temps d'antenne, je voulais... mon frère parle des résultats de recherche scientifique doit être toujours par écrit. C'est faux. Donc sur Facebook, sur Instagram, lorsqu'une personne se réveille le matin public et oh, il y a naufrage à pompage, alors que ce n'est pas ça. Là, il approuve ça. Mais ça, ce n'est pas scientifique quand même. C'est ça. Non, lui parle, il dit que les résultats de la recherche scientifique doivent toujours être par écrit. C'est-à-dire, j'ai donné un exemple, même une personne publie n'importe quoi sur Facebook, comme c'est écrit, c'est un résultat de la recherche scientifique. Non, non, même maintenant, là, nous sommes des chercheurs. Je n'ai pas un livre devant moi. Je dégage des choses qui proviennent de mon intérieur. Donc, par rapport à mon cerveau, c'est-à-dire je mène aussi des recherches. Vous n'avez pas bien écouté. J'ai parlé de la méthodologie. Quand nous parlons comme ça, j'ai parlé de la méthodologie. D'accord. Quand nous parlons comme ça, nous donnons des idées par rapport aussi au fait. Ce n'est pas dit que quand nous parlons comme ça, parce que pour mener une recherche, il y a des méthodes appropriées à suivre pour atteindre les objectifs. Mais lui, il pose trop de problématiques, il donne aucune hypothèse. C'est ça son mal. J'ai commencé par ça, j'ai commencé par la solution ici, non? Deuxièmement, il dit, il m'a ignoré en disant qu'il demande aux chercheurs de trouver les conflits là où j'avais contredit. Et puis lui-même, il fait de l'amalgame. Dans une émission, dans une grande émission comme ça, nous devons éviter les amalgames. Donc il dit après qu'il connaît les intérêts des Occidentaux dans notre pays. Avant il disait qu'il faut qu'on puisse réunir les scientifiques pour qu'on puisse identifier les causes. Et puis il se contredit lui-même en disant il connaît les causes, il connaît les intérêts des Occidentaux en République démocratique du Congo. Arrêtons de faire l'amalgame mon frère. Je reviens à notre mouton. Les dialogues précèdent toujours la formation d'un gouvernement de l'Union nationale. Alors, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Parce que aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a crépitement d'armes à l'est du pays. Jusqu'aujourd'hui. Mais on est censé déjà avoir un gouvernement d'ici peu de temps, l'Union nationale. Ça va se passer comment? Allez-y, je voulais dire, si vous m'avez bien suivi avant que vous puissiez encore me reposer cette question, j'ai bien dit, le gouvernement de l'Union nationale ne va pas résoudre les problèmes des conflits à l'Est. Mais pourquoi on cherche ce gouvernement? Moi, je ne trouve pas important. Si ça ne va pas résoudre le problème de l'Est, pourquoi chercher un gouvernement d'Union nationale? Tout à fait. Moi, je ne trouve pas important de former un gouvernement de l'Union nationale dont on peut mettre Kabound, ministre de la Défense, on peut mettre un tel. Ça ne va rien changer au conflit à l'Est.
Les causes sont déjà connues, comme je viens de dire en amont. Les causes des conflits sont connues. Nous devons directement dialoguer avec la communauté internationale, comme on le fait aujourd'hui avec les États-Unis. Merci, ça vous avez déjà dit. Oui, oui. Et puis, les gouvernements, on a déjà changé autant de gouvernements. Il n'y a aucun résultat sur la population. Merci. Surtout le gouvernement de l'Union nationale, la population ne tire jamais profit. Merci. Ce sont que leurs intérêts. Très bien. Alors, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, Caleb Batata, c'est important d'avoir un gouvernement d'Union nationale où on retrouve par exemple les gens de l'ECD, on retrouve les gens de partis, c'est pas Action pour les changements, hein, les opposants dans ces gouvernements. Est-ce que c'est important? Mais je dis, parmi les causes du conflit, il y a inefficacité de la gouvernance. Donc il faut réformer les gouvernants. Il faut réformer, ça fait partie. Non, réformer le gouvernement ne signifie pas, ne signifie pas totalement qu'il faut chercher les gens de l'opposition ou de la société civile. Non. Là, c'est la manière de faire. Mais, en fait, les labels concernant, par exemple, le changement de ces gouvernements, moi, je pense qu'on doit changer les gouvernements parce que s'il y a inefficacité, le gouvernement, ça fait partie des causes du conflit. Aujourd'hui, on peut savoir cela. Il y a des gens qui sont incompétents, qui ne savent pas faire le travail comme il faut. On vous demande envoyer, par exemple, acheter, par exemple, telle arme, envoyer, par exemple, ceci, cela. Les gens font de corruption, les gens mangent, bouffent l'argent. Ça fait partie, pardon s'il vous plaît, je n'ai jamais parlé de l'union, j'analyse, je dis des mots, je dis ce qu'il faut faire. C'est qui en gestation? Je dis ceci, il y a un problème dans la gouvernance. Donc il faut changer. Mais le président de la République lui-même, il a dit cela. Ce n'est pas moi. Écoutez ma préoccupation. C'est le président, pardon. Le président de la République. Suivez ma préoccupation. Ouais. Oui. Il y a certains acteurs faibles au sein du gouvernement. Est-ce qu'il faut seulement un gouvernement d'union nationale ou il faut seulement continuer avec l'union sacrée, mais peut-être changer des acteurs? La manière de faire les choses. C'est ce que je vous dis. Vous êtes en train de tourner. Cette manière-là de faire les choses, n'est-ce pas? Là, il faut entrer en profondeur. Comment ça va se faire, cette organisation du gouvernement-là? Est-ce qu'il faut prendre ceux de majorité? Est-ce qu'il faut prendre ceux de l'opposition? Là, c'est la manière. Mais moi, je pense que le changement, n'est-ce pas, de ces gouvernements fait partie, n'est-ce pas, d'une solution pour lutter contre les conflits. Très bien. Donc c'est là où moi je suis. C'est là où moi je suis. Parce que j'ai parlé ici de l'inefficacité du gouvernement. Ça vous avez dit. Là, c'est un problème. C'est un problème. C'est la cause aussi, que je peux dire cause majeure, qui bloque. Parce que vous imaginez tout ce qui se passe là, vous regardez, il n'y a pas la coordination. Il faut la coordination efficace. Merci. Vous voyez, lorsque cette coordination-là est corrompue, on ne sait pas qui doit faire le travail, mais il faut changer. Alors le président de la République, quand même, avec ses tâches, avec tout ça, on ne peut pas quand même lui dire que non, voilà, vous ne pouvez pas exécuter tel plan parce qu'il y a ceci. Non, c'est lui qui trouve, parce que lui, il a toutes les informations de la République, il trouve que non, voilà, on doit changer. Est-ce que moi, comme je suis là, je dois dire que non, président de la République ne changeait pas? Non, on change et on regarde et on va faire l'évaluation. Merci beaucoup. Alors, Cédric, vous avez toujours entendu les gens dire non, c'est un gouvernement des jouisseurs, il n'y a pas une bonne coordination au sein du gouvernement. Il y a eu même un incident. Dernièrement, ici, nous avons suivi dans la toile la première ministre et le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice qui sentait l'odeur de la corruption et la première ministre qui vient dire, est-ce que vous sentez ici l'odeur de la corruption? Tout ça là, est-ce que ça ne donne pas quand même raison à ceux qui pensent vraiment qu'il fallait changer le gouvernement? Mais ma préoccupation, est-ce qu'il faut changer le gouvernement pour prendre les gens du dehors qui ne font pas partie de la famille des gens qui sont au pouvoir? Bon, cher Emile, merci. Pour moi, je pense que les gouvernements, on peut toutefois changer par rapport au contexte actuel. Il y a la famine. Est-ce que vous êtes satisfait de ce gouvernement? Bon, pour ce gouvernement, je ne suis pas satisfait parce que, vous savez, en sciences politiques, chaque département ministériel représente un besoin de la population. Chaque ministre doit faire son travail correctement. C'est-à-dire, c'est un besoin de la population. Lorsqu'un ministre ne travaille pas dans son secteur, c'est-à-dire, il pénalise la population. Donc, ce gouvernement pléthorique, budgétivore,
ne résout aucun problème de la société. Il y a des problèmes, des besoins sociaux de base, santé pour tous, éducation pour tous, l'emploi, les manger, les boire, les travail, tout ça. Ce sont des besoins sociaux de base, ce que veut la population d'abord. Qu'est-ce que fait le gouvernement pour donner des réponses à ces différentes questions? C'est-à-dire, pour moi, le remaniement doit se faire en urgence, vu aussi la situation sécuritaire à l'Est, mais que ça ne soit pas un gouvernement de l'Union nationale. Ok. Que les opposants restent dans leur coin. Oui, ils continuent à faire leur opposition, parce que dans un État comme le nôtre aussi, partout dans le monde, il faut qu'il y ait toujours une opposition pour critiquer, afin de pousser le pouvoir à faire mieux. Mais lorsqu'il n'y a pas une opposition, vous tous, vous êtes dans le même sac. C'est-à-dire, qui va critiquer le pouvoir? Qui va faire en sorte que le président oriente bien sa politique? Donc, il n'y aura plus personne. Donc, moi, je suis pour les remaniements, mais qu'on puisse mettre les technocrates, les gens capables, et puis on puisse réduire la taille de ce gouvernement. Vous savez, on parle de l'effort de guerre, les chefs de l'État parlaient de la diminution des trains de vie des institutions, que ce soit effectif dans le sens qu'on puisse réduire le nombre de ministres, même à 20, à 15, qu'on puisse combiner des ministères. Très bien. Parce qu'il y a des secrétaires généraux, hein, on puisse combiner des ministères afin que l'argent sorte chaque mois afin que nous puissions appuyer l'effort de guerre. Voilà, là, tout le monde, j'ai constaté que nous avons seulement abordé la première moitié. Nous sommes dans le dialogue total. Et pourquoi vous refusez la guerre? Pourquoi est-ce que vous refusez la guerre? Vous ne soutenez même pas la guerre. Bon, moi, je ne refuse pas la guerre. Moi, j'ai toujours dit cela dans vos plateaux. Il faut d'abord la préparation. Parce que la préparation, ça fait partie des méthodes de base pour voir, non seulement la préparation, il faut essayer un peu de tracer un plan de sortie. Le plan de sortie consiste à savoir que non, voilà, nous commençons par le point A et nous allons terminer par le point B. Donc, il faut quand même des plans très réels qui parlent. Parce que vous savez, la guerre, c'est bien, mais il faut cette préparation-là. La préparation consiste aussi à acheter des armes, à préparer la jeunesse à ce qui concerne l'acquisition de la technologie, à former les internes, parce que les internes, ce sont des gens qui ont en fait, le souci de protéger leur pays et non seulement d'utiliser les instruments qui nous viennent ailleurs, parce que les instruments là, ça peut être manipulé à distance, on ne sait pas. Comme on a vu, par exemple, il y a des outils, lorsque vous amenez quelque part dans des zones, là, ça ne frappe plus. C'est contrôlé par les impérialistes. Alors, il faut l'autonomisation, la préparation de l'autonomisation. Cela veut dire que notre gouvernement, c'est ça aussi ce que je suis en train de dire, les changements du gouvernement. Mais le changement là du gouvernement ne peut pas se faire selon les systèmes Kabylie. Quand je parle des systèmes Kabylie, tout ce qui se fait là, c'est le système que Kabila a instauré. La manière de changer des gens. Les partis politiques envoient ceci, celui-ci il envoie là. C'est ce que Kabila nous a laissé. Et ça continue. On peut prendre quelqu'un de l'industrie. On prend quelqu'un là-bas, on lui envoie ici, on envoie là telle personne. Il quitte le mine, non, ça c'est, il faut un outil de IA basé sur la gestion des compétences. Cela veut dire que ce n'est pas l'homme humain qui décide, mais c'est la machine qui décide sur base des compétences. Qui décide. Vous voulez faire l'intelligence artificielle. Mais je parlais ici des solutions technologiques, même par rapport à la formation du gouvernement. Il faut la solution, cette solution-là. Quand je regarde Emile, je sais au moins tracer votre originalité. Je sais au moins voir telle personne et ceci. Si par exemple tu es quelqu'un par exemple, qui vit par exemple au niveau de l'Est, je dois voir comment je dois analyser votre descendance, voir comment, dans quelle mesure et estimer
votre pouvoir décisionnel. C'est très important dans un pays en conflit. Très bien. Parce que si on ne fait pas des choses comme il faut, nous faisons toujours des choses dans ce système-là, des Kabylie qui nous a laissés, en tout cas, nous aurons toujours des problèmes et la guerre va toujours continuer. Très bien. Ça, une proposition scientifique. Alors, on parlait de la guerre. Pourquoi vous ne soutenez pas la guerre totale? On dit vraiment la guerre totale. Plus question de dialogue. On part avec notre gouvernement de 12 personnes, 12 ministres, mais vraiment focus sur la guerre. Alors, moi, je serais plus pragmatique dans le sens que la guerre, dans ce siècle-ci, pour faire la guerre, pour mener une guerre conventionnelle, il faudrait, parce qu'il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a des guerres par procuration, il y a la guerre conventionnelle, c'est-à-dire la guerre entre les États. La guerre par procuration, c'est une guerre qui, par exemple, la République démocratique du Congo utilise, comme fait le Rwanda, c'est une guerre par procuration. Hein. Ils utilisent les M23, soi-disant, mais le Rwanda qui est derrière, c'est une guerre par procuration. Comme ce qui se passe aussi en Ukraine, c'est une guerre par procuration entre l'Union européenne et les États-Unis face à la Russie. Vous savez que, comme je viens de dire, aujourd'hui pour faire la guerre, il faut que vous ayez des partenaires stratégiques, fiables, qui vont vous appuyer. L'arrogance du Rwanda, un petit pays, se dit à son soutien, le soutien qu'il a de la communauté internationale. Le Rwanda n'a pas peur, il dit qu'il peut affronter la RDC, il peut affronter le Burundi, il peut affronter la République sud-africaine. Pourquoi? Parce qu'il est soutenu par les grandes puissances. Donc, aujourd'hui, pour mener la guerre, il faudrait que vous ayez des partenaires stratégiques puissants qui vont vous soutenir. Si vous êtes seul, contre tous, devant ces gens-là, vous n'allez pas s'en sortir. Dans la République démocratique du Congo, pour que nous puissions déclarer directement la guerre face au Rwanda, il nous faudrait des partenariats stratégiques comme on est en train de faire là sur les minerais aux États-Unis. Pourquoi pas aussi chercher de l'aide au niveau de la Chine, de la Russie, sur le plan militaire. C'est par là qu'on sera, lorsqu'ils confirment leur appui en République démocratique du Congo, vous verrez que nous serons à nouveau arrogants en disant qu'on peut défier n'importe quel pays. Parce que nous avons maintenant des partenaires fiables qui peuvent toujours envoyer des troupes, des munitions, tout ça, la technologie, des drones pour que nous puissions neutraliser l'adversaire. Donc pour l'instant, moi je suis pour la guerre, mais que nous ayons des partenaires stratégiques qui vont nous appuyer par rapport à cela. Pourquoi est-ce que le président est réticent pour attaquer les Rwandais, soit bombarder? C'est possible. À partir des Nord Kivu, on peut jeter des obus, tout ça, ou soit de nos drones. Pourquoi est-ce que le président est réticent? Parce qu'il sait bien qu'il y a plusieurs sociétés multinationales américaines, britanniques au Rwanda. Il sait bien. Il a dit s'il ose, il peut provoquer un autre conflit. C'est pour ça qu'il est réticent, il est en train d'observer en attendant que nous sommes en train de mener des démarches afin que nous puissions ravir les États-Unis au Rwanda. C'est par là que peut-être nous pouvons déclarer la guerre lorsque le Rwanda sera lâché par la superpuissance qui est les États-Unis d'Amérique. Très bien. Alors, parce qu'on parle déjà de ce partenariat qui est en gestation entre la RDC et les États-Unis, comment est-ce que vous trouvez? C'est approprié pour l'instant? Bon, vu ce qui se passe à l'Ukraine avec les États-Unis d'actuel, parce que vous devrez savoir que les Américains avec Donald Trump, tout ça, c'est plus Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires, c'est l'intérêt au fait qui prime. Alors, lorsque nous voulons prendre une telle décision qui engage l'ensemble du pays, nous devrons d'abord savoir qu'est-ce que nous réservons. Est-ce que c'est ce genre de questions, pourquoi pas, pour mener ce genre de choses, cette question puisse être d'abord débattue au niveau du Parlement. Moi, je pense qu'il faut que d'autres décisions aussi, nous avons le Parlement qui fonctionne, qu'ils puissent débattre cela, écouter les propos de chaque élu,
pour voir dans quelle mesure nous pouvons signer ces genres d'accords-là avec l'Amérique, parce qu'aujourd'hui, l'Amérique, là, ce sont vraiment des gens qui ont... Et ils voient plus leurs intérêts. Sans l'intérêt, en tout cas, il n'y a pas... C'est ce qui se passe là-bas, nous le voyons, au niveau de l'Ukraine. Et moi, je perds que cette situation-là puisse se reproduire aussi ici, en République démocratique du Congo. Très bien. D'où il faut que chaque acteur... Est-ce que cet aspect-là, beaucoup de gens n'en parlent pas. Le Parlement, il n'y a pas de débat au Parlement. Quand il y a des grandes décisions comme ça, il n'y a pas de débat au Parlement. Le souverain primaire, hein, ça se passe un peu. La présidente de la République, on parlait du Premier ministre, des trucs comme ça. Oui, oui, c'est ça. Le Parlement doit travailler, parce qu'il y a certaines questions qui relèvent directement de la compétence du Parlement. Il y a certains secteurs de la décision nationale qui relèvent de toutes les institutions doivent se mettre autour d'une même table. Autour d'une même table pour la question, parler de la question. Donc, le gouvernement n'a pas associé le Parlement pour ce qui se passe aux États-Unis sur les minéraux. Bon, le Parlement pouvait aussi, le gouvernement pouvait aussi saisir le Parlement. C'est pas mal, c'est une procédure aussi. Parce que le Parlement qui ratifie les traités et les accords internationaux, on pouvait aussi associer le Parlement pour qu'il puisse examiner si le pays ne sera pas vendu peut-être par les Américains ou soit quels seront les intérêts de la RDC sur cet accord qui sera signé les jours à venir. Donc il y a des travaux préparatoires initiés par le gouvernement. Nous osons croire qu'il y aura une issue favorable suite à la paix. Ce que nous recherchons plus, c'est la paix et que nous puissions profiter aussi de nos minéraux du sous-sol. Nous avons tout, les cobalt, les lithium, les coltan, tout ce qui est recherché au monde, ça se trouve en République démocratique du Congo. Je vais rafraîchir encore votre mémoire. Vous savez qu'en 1945, la Belgique, comme c'est fut notre colon, hein, la Belgique avait vendu l'uranium dans le territoire de Chikolokwe aux Américains. Et les Américains ont fabriqué l'arme nucléaire. La première bombe atomique fabriquée, c'était par les Américains, qu'on a bombardé à Hiroshima et Nagasaki. Et puis les Russes ont pris les déchets pour en faire aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, la Russie est comptée parmi la première puissance nucléaire. Donc pour vous dire que, cher Émile, le gouvernement a pris cette décision d'aller aux États-Unis. Nous osons croire, comme je viens de dire, qu'il y aura une issue favorable suite aux intérêts de la République démocratique du Congo et l'instauration de la paix définitive à l'est de la RDC. Très bien. On termine. Dans 3 minutes, là, nous terminons. En fait, toujours dans ces partenariats-là, si je peux peut-être essayer de proposer, bon, qu'ils ne puissent pas seulement avoir en fait, l'échange des minéraux. Hein, mais que le gouvernement, oui, non, mais que le gouvernement puisse voir aussi comment on peut faire aussi ce qu'on appelle transfert de connaissances. Vous savez, si les États-Unis d'Amérique nous aideraient, vous voyez un peu, au lieu de dire, bon voilà, dans les 50% que vous puissiez avoir les minéraux, vous pouvez avoir, voilà. Par exemple, on peut mettre même 30%, mais l'autre est là. Vous pouvez nous aider aussi avec le transfert des connaissances, avec la jeunesse, qu'on puisse créer aussi des laboratoires, des fabrications par exemple des bombes, la fabrication par exemple des outils, des drones, la fabrication et ainsi de suite, permettre à cette jeunesse aussi d'apprendre les connaissances. En ce moment-là, ça va nous aider à d'autres jeunes d'apprendre et de prendre les relèves demain. Parce que s'il n'y a pas de relève... On ne peut pas... Mais c'est oui, voilà, on ne connaît pas encore, mais ce sont comment je veux dire, arguments qu'on peut peut-être introduire là-dedans pour essayer un peu de voir, parce que lorsqu'on ne prépare rien, tout est chaos, on peut vous donner des choses, on vous donne, par exemple, on dit, bon, les États-Unis, je vous dis, bon, voilà, nous, on va vous aider à finir la guerre, mais ils vous donnent une année.
après une année, on reprend encore la guerre. Ça peut se faire. Alors, pour voir comment faire, il faut la préparation. Lorsqu'on ne prépare rien, en tout cas, nous allons toujours revenir sur cette histoire. Merci. Nous terminons 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous aujourd'hui par rapport à cette thématique? Paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, dialogue total ou guerre totale? Cher Émile, merci. La guerre est toujours possible. On ne peut pas exclure la guerre. D'ailleurs, nous sommes en guerre. L'État est en guerre. Il y a certains territoires qui sont occupés par les belligérants. Et puis, nous devons toujours pas négliger la diplomatie. Ça doit toujours continuer. Merci. Les deux volets là, la guerre et la diplomatie, ça doit toujours marcher de pair. Merci. Bon, il y a un livre que je suis en train de publier qui va sortir, je pense, d'ici juin, concernant les comportements automatisés, au fait, le seul outil pour vaincre et permettre à l'RDC d'être équilibré du point de vue dialogue et ainsi de suite. Donc, bientôt là, vous aurez cela. Il y a plusieurs éléments qu'on a abordés, plusieurs pistes de solutions qu'on a essayé d'aborder dans les livres, et je pense que bientôt là, nous aurons une solution. Donc, vous connaissez déjà les causes, mais vous êtes venus vous envoyer. Mesdames et messieurs, c'était là Caleb Batata à ma droite. Je pense que Caleb est à ma droite. Ouais. Voilà, c'est lui. Et à ma gauche, c'est lui qui nous bélait. Restez branchés sur les antennes de la télé républicaine. On se retrouve encore demain à 17h. Restez branchés sur la télé 7. Au revoir. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger.